On va enchaîner avec quelques petits conseils de développement. Alors, comme vous avez tous des niveaux très hétérogènes, on va commencer doucement et puis je vais vous embêter que 20 minutes avec ça. Donc, l'idée, en fait, c'est de se dire, quand on développe, il y a toujours un moment où on change d'idée. Ça arrive toujours, hein, parce que bah, on a une nouvelle idée, ou on a appris un nouveau concept, ou un nouveau langage, ou on a juste bah, discuté avec un collègue, ou on a une meilleure vue de ce qu'on veut faire, on a un peu de recul. Et ce qui se passe, c'est que bah, on a changé d'avis en cours de route. Alors, bon, c'est pas forcément grave. La plupart du temps, ça se passe bien. Mais bah, il y a des fois, on a cassé quelque chose. Et ça, bah, c'est parce qu'on a démarré avec une idée, qu'on a terminé avec une autre idée, et puis au final, bah, elles n'étaient pas compatibles, mais on n'y avait pas pensé. Bon, ça arrive, hein. Donc l'idée, c'est bah, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Et donc l'idée, c'est bah, documenter déjà les choses. Ensuite, on va parler aussi de versionning, donc comment revenir dans le passé si on a un problème, ou essayer de se projeter sans casser ce qu'on a fait actuellement. Les tests unitaires pour vérifier automatiquement que tout se passe bien. Un petit peu de méthode de développement. Donc l'idée, c'est de gérer les features, de gérer les bugs fixes, de gérer vraiment le plus possible, d'augmenter la réutilisabilité des programmes qu'on développe. Un petit peu d'architecture aussi avec les interfaces et du profiling, mais ça, on va en reparler aussi tout au long de l'école. Donc déjà, en termes de documentation, pour que ça se passe bien, donc bon, le niveau 0, normalement, c'est le README dans les projets pour dire bah, de quoi on dépend, comment est-ce qu'on installe le projet, comment est-ce qu'on compile, ce genre de choses. Et la documentation, donc d'Oxygène ou Sphinx, ça dépend si vous faites plus du Python ou plus du C ou plus du C++, enfin après ça dépend des langages, mais globalement ça se passe bien. Ensuite, en termes de versionning, l'idée c'est vraiment d'avoir une espèce de ligne temporelle où on a vraiment des points, vraiment des étapes où on va sauvegarder l'état du soft tel qu'il est à ce moment-là. Et l'avantage de ça, c'est que bah, si on a un problème, on peut revenir dans le passé. Et on peut se dire, bon, bah, ça fonctionne pas, mais il faut que je délivre quelque chose qui fonctionne, donc je reviens dans le passé, et puis on verra ça après, quand j'aurai le temps de gérer ça plus tard. Donc pour gérer ça, donc là, c'est cohérent avec le projet, et l'avantage, donc typiquement, si on a des vieilles modifications, on peut utiliser Git. Et Git permet d'avoir justement autant de remote qu'on veut. Donc vous pouvez avoir un GitLab, un GitHub, une clé USB, un disque, enfin peu importe, vous pouvez le sauvegarder autant de fois que vous voulez. Et ça, c'est ultra puissant pour ça. Et GitLab, alors je fais de la pub évidemment pour le GitLab du CC parce qu'on est à l'IN2P3, mais vous pouvez utiliser votre GitLab préféré, ça marchera très bien. Ensuite, en termes d'historique, donc ça c'est important aussi comme message à faire passer. Un historique, c'est un outil de travail. C'est pas un outil pour faire des statistiques et pour vérifier combien de commits vous avez fait par jour. Ça, tout le monde s'en fout. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de propre en disant j'ai ajouté telle feature pour telle raison qui fait telle chose ou j'ai fait tel bug fixe pour régler tel problème. Si vous avez un commit par jour, ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 50. Euh, Ensuite, le workflow classique, généralement, c'est on crée une branche, on part à l'aventure pour régler un problème ou pour développer une nouvelle fonctionnalité, et quand ça fonctionne, on merge, donc sur master ou sur main, suivant de quelle génération vous êtes, sur Git, et tout se passe bien. Et puis après, vous pouvez faire des tags, vous pouvez dire, bon, bah, là, ce commit-là, je veux qu'il ait un vrai nom et pas un eurodatage horrible, et tout se passe bien. Et en fait, en faisant ça, on est compatible avec Git Bisec. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi Git Bisec? Alors Git Bisec, c'est un super outil, mais pour ça, il faut que je vous raconte une petite histoire. Donc, on est en train de développer quelque chose, et pendant qu'on développe, on a un test qui est très difficile à faire, qu'on est obligé de faire de manière manuelle parce qu'on n'arrive pas à le faire automatiquement, pour plein de raisons, hein. Ça peut être que c'est très compliqué, ça peut être qu'on a besoin d'un matériel spécifique, ça peut être que le matériel n'est pas disponible, ou qu'il y a un compilateur spécifique, ou ça peut être quelque chose de tout à fait générique. Mais voilà, l'idée, c'est il y a un problème, on n'arrive pas à l'automatiser. Et le temps passe. Mais au bout d'un moment, on finit par y arriver.
Là, on a la techno, on a trouvé l'idée qui fait qu'on arrive enfin à automatiser le test. Sauf qu'évidemment, bah, à ce moment-là, le test, il marche pas. Ça, c'est un truc, ça arrive à tout le monde. Et l'idée, c'est de dire, mais comment ça se fait, qui a cassé le test? L'idée, c'est de partir d'un script, de passer le script à Git bisec. Git bisec va vous dire, c'est ce commit qui a cassé le test. Et ça, en fait, ça permet vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'on a cassé le test, quand est-ce qu'on l'a cassé, bon, qui a cassé aussi accessoirement, mais à la limite, ça c'est pas, enfin, voilà. L'idée, c'est surtout de comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a cassé, avec quelle manip on l'a cassé, et pouvoir régler le problème, pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc là, l'idée, c'est, en fait, on ne fait pas que ajouter des features et régler des bugs, on peut aussi comprendre pourquoi un bug est apparu pour faire ce qu'il faut pour qu'il n'apparaisse plus. C'est aussi le genre de choses que Git bisec permet de faire. Donc, il y a des méthodes de travail qui permettent d'éviter les bugs, mais elles sont très très lourdes à mettre en place. Donc généralement, on essaye d'éviter qu'il y ait un bug et puis on rattrape le coup comme on peut, c'est quelque chose qui, enfin, finalement, c'est un bon compromis. Et donc voilà, l'idée c'est des workflows donc typiquement comme celui-là. Donc si vous avez vraiment qu'une seule branche principale, bah, ça vous permet que Git bisec fasse son travail. Si vous en avez plusieurs, vous avez une espèce de branche développe et une branche main ou des choses comme ça. Git bisec va avoir beaucoup de mal à trouver le problème. Oui, Oui, j'ai une petite question sur le Git bisec. bisec peut-être. Oui. Qui a fait tout le test pour toutes les commits, c'est ça? Oui, en fait, il va le faire. Alors, si je me rappelle bien, c'est par dichotomie que ça fonctionne. Donc, il va regarder dans le temps et par dichotomie, il va trouver où est le problème. Il va pas vraiment tester Mais comment? tous les commits. Il faut le script qui va bien. Faut quand même un peu de travail. Il faut écrire un script qui va renvoyer une erreur s'il y a un problème. Explique la dichotomie. Ah, donc l'idée, c'est bah là, on a des points et on va se dire, on prend un commit qui est au milieu de l'historique, on teste. Si ça fonctionne, on dit que bah, c'est dans la moitié d'après qu'il y a un problème. Et si ça fonctionne pas, on va essayer de chercher dans la moitié d'avant pour voir où est le Ah, problème. Et d'accord. après, on recoupe comme ça, petit à petit, pour limiter le nombre de fois qu'on compile le soft, parce que là, l'idée, c'est de tout recompiler pour tout retester, pour vérifier s'il y a un truc qui casse. Ça peut prendre du temps. Donc oui, c'est quand même assez long en termes de calcul, c'est assez long, mais la bonne nouvelle, c'est que vous laissez tourner ça éventuellement plusieurs heures, et à la fin, vous avez votre commit et vous n'avez pas fait ça à la main. C'est ça la grosse puissance de Git bisec. Tu peux gérer plusieurs branches? Alors, ton script peut le faire très, très bien. Par défaut, normalement, si je me rappelle bien, bon, le script, il va juste gérer master et puis il va pas s'embêter. Mais tu peux aller chercher dans plusieurs branches. Si la branche existe dans le passé, on peut faire ce qu'on veut. Le script permet de faire ce qu'on veut. C'est juste un script bash qu'on passe, enfin, ou même, on peut peut-être passer du Python, mais bon, en tout cas, en bash, ça marche très bien. Donc voilà. Donc, un petit mot sur les interfaces. Donc, une interface, basiquement, c'est une frontière. Donc l'idée, c'est de dire, on a le programme qu'on veut faire, donc enfin le cœur du programme vraiment qu'on veut faire, et on va se dire, bon, on va rajouter une interface pour gérer des I/O par exemple. On va rajouter une interface pour gérer du calcul et une interface pour gérer des configurations. Et en fait, en faisant ça, on peut très bien dire, bah, mes I/O, je vais les gérer avec HDF5 parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien, donc allons-y, faisons du HDF5. Mais peut-être que quelqu'un va me dire, ah mais ouais, mais Parquet c'est quand même vachement bien aussi. Bah du coup, si j'ai bien calculé mon coût avec mon interface, j'ai qu'à adapter cette interface-là pour gérer du Parquet et j'ai pas à réécrire tout mon code. Ça permet de gagner beaucoup de temps en termes de développement. Parce que Parquet c'est très bien aussi, hein. HDF5 c'est mon petit chouchou, mais Parquet c'est très bien aussi. De la même manière, pour le calcul, vous faites du calcul CPU, ça marche très bien, votre projet commence à monter en puissance, et puis il y a un moment, vous avez un collègue qui va vous dire, au hasard moi, bah, faites du calcul sur GPU, vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Et là, de la même manière, si vous avez bien pensé votre interface, alors c'est pas forcément trivial dans ce cas-là, mais vous avez très peu de code à réécrire pour passer à la partie GPU. C'est justement ce qu'on va pratiquer toute cette semaine là-dessus. Et de la même manière, en configuration, bon, vous avez fait du XML, vous n'étiez pas très très chaud ce jour-là, ça arrive à tout le monde. Et un jour, quelqu'un vous dit, non mais quand même, on est en 2023, s'il te plaît, fais du YAML, c'est quand même mieux, quoi. Et là, pareil, si vous avez bien calculé votre coût, ben, en fait, en termes de coût de développement, ça va être extrêmement minime pour passer de XML à YAML, parce que vous avez bien géré votre programme dès le départ.
Et typiquement, bah là, si vous avez une structure qui contient des données en termes de configuration, donc des coupures, des fichiers, n'importe quel type de configuration, bah en fait, que vous l'écriviez en lisant du XML ou du YAML, finalement, ça va pas changer grand-chose dans votre programme. Ça va juste changer une toute petite partie de votre interface. Et de la même manière, en termes de calcul et en termes d'IO, bah, si vous avez des structures de données de calcul, typiquement des matrices, des tenseurs, des choses comme ça, finalement, HDF5 sait très bien les loader, Parquet aussi, donc vous n'allez pas avoir de problème avec ça. Si vous avez un format extrêmement compliqué, ça va être très difficile, mais si vous avez des formats relativement plats comme HDF5 ou Parquet, ça ira tout seul. Ensuite, en termes de projets, on aime bien réutiliser nos projets le plus possible. Et c'est là qu'on arrive à une constellation de projets. Donc là, typiquement, vous êtes très content du projet A qui marche très bien, qui fait pas grand-chose, mais qui le fait bien, et vous voulez le réutiliser dans B et dans C, et donc vous essayez d'avoir quelque chose de relativement propre. Alors, il faut quand même faire attention pour pas tomber dans l'excès où tout le monde dépend de tout le monde et qu'à la fin, on ne sait plus ce qui se passe, parce que ça pose quand même problème. Après, il y a les gens qui vont essayer de compiler votre soft, qui vont juste s'arracher les cheveux, c'est pas bien. Faut être raisonnable. Donc, typiquement, pour le dire simplement, si votre projet ressemble à ça, il y a un problème. Voilà, c'est pour le dire simplement. Voilà. Cherchez pas ce que c'est comme projet. Un petit quiz. Que fait ce programme? Non? Bon, ok. D'accord. Avec de la coloration syntaxique, est-ce que ça vous aide un peu? Non? Toujours pas? Bon, c'est pas grave. Ouais, allez, avec des indentations maintenant, vous commencez à sentir ce qui se passe? Allez, je vous remets la coloration syntaxique. Non? Ah, c'est vrai que les variables, elles ont un peu des noms horribles, hein. D'ailleurs, ça peut paraître fou, mais tous ces exemples compilent, hein. Vous imaginez pas la galère que j'ai eu à les faire, ces exemples. Euh, allez, avec des vrais noms de variables, enfin des vrais noms de variables, des noms de variables moins dégueulasses que les précédents. Donc là, il y a une histoire d'événements, il y a une histoire de pixels, il se passe des choses. Bon, manifestement, il y a une initialisation au début. À la limite, on peut se dire, OK, partons du principe que l'initialisation, on l'a fait proprement avant. On va pas la faire à chaque fois, c'est un peu ridicule. Ça, c'est le stade Fortran, Exactement, oui, c'est quand on écrit du C++ en Fortran. Voilà, c'est typiquement le genre de catastrophe qui peut se passer. Euh, donc là, typiquement, vous voyez, on a des événements, on a des pixels, et puis on commence à avoir des choses. Il y a une espèce de notion de X et de Y, ça ressemble à une histoire de projection, une histoire de calcul de moment, un truc du genre. Donc là, si on regarde un petit peu, on peut se dire, OK, postfix X et postfix Y, ça a l'air d'être constant. J'utilise les valeurs X et Y et c'est tout, en fait. Donc finalement, si on prend un peu de recul là-dessus, tout ce calcul-là n'a aucun intérêt. Parce qu'on passe notre temps à recalculer x fois x alors que x, il ne change pas. Donc, ce n'est pas vraiment la peine de s'embêter avec ça. En plus, on voit que là, on itère sur J, donc ça veut dire qu'on itère que là-dessus. Donc, on a beaucoup moins de données pixel x et post-pixel y que d'événements. Donc, finalement, c'est vraiment un peu bête de s'embêter avec ce genre de truc. En plus, bon, je vous fais grâce de la suite de la fonction, mais on peut se rendre compte relativement simplement que y a des trucs qu'on n'utilise même pas, en fait. Là, toutes ces données-là, on les calcule, tous ces résultats-là, on les calcule, mais on s'en sert pas du tout dans le calcul d'après. Donc finalement, si on résume la situation, on peut se dire, mais en fait, c'est ça ma fonction. La vraie fonction qui sert à quelque chose, c'est ça. Et finalement, là, je multiplie par x fois x, mais je peux multiplier par un tableau qui contient x carré, en fait. Et pareil pour y, je peux multiplier par y carré, et xy, je fais un tableau de xy. Mais finalement, quand on fait ça comme calcul, ça, ce sont des produits scalaires, en vrai. Et si ça, ce sont des produits scalaires, quand on a des produits scalaires qui sont dans deux boucles forts, c'est un produit de matrice. Et finalement, ça veut dire que tout ce bazar, je peux le réécrire comme un SGEM, donc Single Precision General Matrix Multiply. On va vous embêter beaucoup cette semaine avec ça.
en disant je renvoie ma matrice de moment, je passe une matrice d'image et je passe une matrice de projection. Ou ma matrice de projection, c'est typiquement un x, y, x carré, y carré, x, y. Et après, j'ai ma matrice d'image et là, hop, en un coup, j'ai ma matrice de moment. Et comme avec ça, j'ai une interface qui est standard, parce qu'un SGEM, pour le coup, vous pouvez le trouver n'importe où, bah vous pouvez utiliser toute la panoplie de bibliothèques qu'on a déjà parlé. Donc la MKL, Eigen, Armadillo, la PAC, NumPy, bon, qui utilise la MKL du coup. Et en fait, là où on vous dit, mais c'est un calcul de moment, ça n'a rien à voir avec des choses que peut faire la MKL, finalement, quand on prend suffisamment de recul, on se rend compte qu'en fait, bah si, finalement, on peut complètement s'en servir, et finalement, ça va tout seul. Et donc, c'est justement ce qu'on va pratiquer cette semaine aussi, c'est comment faire en sorte de trouver un problème qui, finalement, ne ressemble pas à quelque chose qu'on pourrait imaginer comme étant quelque chose qui existe dans la MKL ou dans n'importe quelle bibliothèque de calcul, pour se dire, mais en fait, si, je peux me débrouiller pour exprimer mon calcul sous forme de calcul matriciel. Donc voilà pour cette partie-là. Et bien sûr, une fois qu'on a fait des calculs, il faut profiler tout ça. Donc ça, on va aussi vous embêter avec ça cette semaine. Donc, vous avez Valgrind. Donc l'idée, c'est de profiler dynamiquement les programmes, donc le binaire directement. Donc lui, il va émuler un CPU. Donc par défaut, il va émuler le CPU que vous avez sur votre machine, hein, mais vous pouvez aussi lui dire ah mais je veux telle taille de cache ou telle quantité de mémoire ou des choses comme ça. Il peut émuler ça. Il va aussi vérifier, ça c'est une outil qu'on utilise tout le temps, c'est le memory, le memcheck. Donc il va vérifier que rien d'illégal est fait en termes d'accès mémoire dans votre programme. Donc si vous allouez un pointeur, que vous le désallouez correctement, que vous dépassiez pas les accès mémoire quand vous parcourez un tableau, des choses comme ça. Donc c'est très utile pour ça. Vous avez Macao aussi, donc on va le pratiquer aussi un peu cette semaine. Donc lui, alors il a aussi un outil qui fonctionne de la même manière que l'outil dynamique de Valgrind, mais il y a un outil que j'aime beaucoup, qui est un système de profilage statique. Donc l'idée de Macao, en fait, c'est qu'il va analyser votre binaire, donc comme le fait Valgrind, mais il va le faire statiquement. Il va vérifier que le compilateur a bien utilisé les bonnes instructions derrière. Donc si vous lui avez demandé de vectoriser, par exemple, on verra ça juste après, en fait, lui, il va vérifier que est-ce que le compilateur a vraiment appelé les bonnes instructions pour vectoriser votre programme. Parce que des fois, il dit que vous lui dites de vectoriser, et puis là, je ne sais pas quoi faire, on va dire que je vectorise pas, et puis je donne pas de message d'erreur parce que tout va bien se passer, et vous avez un programme qui n'a pas les bonnes performances, et vous vous demandez pourquoi. Et donc lui, justement, va vérifier que le compilateur a bien fait son boulot correctement. Ensuite, bon, vous pouvez aussi utiliser des bibliothèques d'autoprofilage. Donc l'idée, c'est donc Macao, il va vraiment profiler une fonction que vous lui avez demandé de profiler. Valgrind, il va profiler tout le monde, peu importe. Après, vous pouvez lui donner des instructions pour profiler plus ou moins les fonctions ou pas. Mais là, vous pouvez carrément dire, bah moi, je veux profiler que cet ensemble de fonctions et c'est tout. Et voilà, c'est à la compilation que vous devez le faire, donc c'est un peu plus de travail, mais du coup, vous avez vraiment que les informations que vous voulez. Et en termes de profilage, on va aussi pratiquer un petit peu Nsight. Donc ça, c'est pour la partie GPU. C'est un profiler NVIDIA pour profiler donc sur GPU les calculs. Donc il y a un profiler, vous allez le voir, qui donne énormément d'informations. Pour le coup, à la base, c'est utilisé pour optimiser les jeux vidéo. Donc ça prend, pour chaque métrique, ça prend 10 000 points par seconde par défaut. Donc effectivement, faites attention quand vous le lancez à utiliser des tests qui sont courts. Autrement, vous allez avoir des fichiers de résultats qui vont être gigantesques. Et donc pour conclure, donc faites du Git, ça c'est important. Du GitLab aussi, ça fait toujours plaisir. Essayez d'utiliser un système de build qui est standard avec des tests unitaires, de la documentation, c'est toujours important, et profiler vos codes, donc avec Valgrind, Macao, Nsight, enfin qui vous voulez, mais pourvu que vous profilez vos codes. Et un petit truc très utile pour ça, écrivez des petites fonctions. Parce que si vous avez un programme qui a une fonction gigantesque et que Valgrind vous dit bah, c'est la fonction la plus dans votre programme, bah, finalement ça vous aide pas beaucoup. Alors que si vous avez explosé votre programme en plein de petites fonctions, déjà c'est plus facile à lire. Typiquement si votre fonction elle fait la taille de votre écran, c'est plus facile à lire, c'est plus facile à appréhender. Vous avez une meilleure documentation parce que vous documentez par fonction et du coup d'avoir une documentation minuscule pour 2000 lignes de code, vous en avez une pour une trentaine ou des choses comme ça. Donc c'est plus simple à lire. Et derrière, en plus, tous les profilers vont vous donner des résultats plus fins et vous dire finalement votre grosse fonction là,
c'est pas elle qui prend du temps, c'est la petite fonction que vous appelez 1 million de fois dedans, mais auquel vous n'avez pas pensé parce que bah, on ne peut pas penser à tout. Et je vous remercie de votre attention. Vous avez des questions? Ah, bah attends, on va faire les choses bien. Elle est? Ouais, nickel. Non, parce qu'on a du budget quand même, hein. Tiens. Oui, comme on parle de bonnes pratiques de développement, on est capable de détecter des régressions dans le comportement d'un programme avec des tests unitaires, etc. Est-ce qu'on va parler aussi de régression de performance et de la détection automatique? Alors oui, alors moi, c'est vrai que je voulais pas parler de cette histoire de manière automatique. Nous, dans l'école, c'est plutôt l'idée de l'école, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on utilise Macao, comment est-ce qu'on utilise Valgrind, comment est-ce qu'on utilise ces outils-là. Après, si vous voulez, on a des exemples. Enfin, nous, dans notre soft d'analyse, on le fait en fait. À chaque fois qu'on fait un push, on a un stage de notre pipeline qui tourne sur GitLab qui vérifie avec Macao que toutes les fonctions dont on a besoin qu'elles soient vectorisées, qu'elles soient bien optimisées, soient optimisées comme il faut. Et il nous fait un rapport. Vous allez voir, je vais vous faire pratiquer ça un petit peu demain. Macao, Ah, tu feras. Bon, du coup, vous aurez 2 démos cette semaine de Macao, donc vous n'avez aucune excuse. Donc voilà, on va vous faire pratiquer ça. Après, on peut vous montrer des exemples éventuellement si vous voulez aller plus loin et dire ouais, mais comment j'intègre ça directement dans mon pipeline. Mais après, ça se fait tout seul. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Par rapport au test de régression. Ouais, mais toi, tu réponds sans micro, je te ferai remarquer. Mais il est là mon Ah, micro. t'en as un là, pardon. Ah, ah, il n'a pas vu. Par rapport aux tests de non-régression fonctionnelle, il y a des différences dans la façon de les mettre en œuvre dans un GitLab CI ou c'est juste pareil, sauf qu'on lance Macao à la place et puis il y a un savoir-faire particulier sur les non-régressions de Bah, perf. Il faut analyser la sortie de Macao. faut analyser la sortie de Macao. Donc nous, c'est vrai qu'on a développé un petit outil en plus parce que Macao, par défaut, va analyser une fonction à la fois. Et quand vous avez, nous, on a une trentaine de fonctions chaudes importantes dans le soft qui ne doivent pas bouger en termes de performance. On a fait un petit script pour récupérer le rapport HTML de Macao qui est déjà extrêmement complet et l'interfacer dans une petite page web pour avoir toutes les fonctions. Ouais, mais je trouve que c'est une mais super bonne question mais qu'on c'est vient plus du d'avoir. bricolage qu'autre chose, quoi. En Donc fait, s'il n'y a vous pas de savez. talk prévu, de rajouter un peu d'infos là-dessus. Bah, Montrer un exemple, ça bah serait moi, je intéressant. pensais le faire pendant mon cours demain, en fait, Super. parce que comme c'est un cours TP, l'idée c'est que ça soit aussi interactif. Enfin, on a une trame de prête, mais si vous avez des besoins, on peut s'adapter, il n'y a pas de souci, hein. Oui, j'ai une petite question au niveau des éditeurs. Est-ce que vous Oui. avez des conseils Bah, moi, ma réponse là-dessus, c'est toujours le même, c'est toujours la même chose. Prenez l'éditeur qui vous plaît pour vous, Celui que tu connais bien. celui que tu connais bien, celui avec lequel tu es efficace. C'est pas, je peux pas répondre à cette question à ta place, en fait. C'est, enfin, Essaye-en plusieurs. voilà. Et essaye-en plusieurs. Alors pour le coup, oui, alors, on va faire un petit tuto aussi là-dedans sur l'interface Kubernetes. Donc vous avez un VS Code qui tourne donc à travers votre navigateur. Si vous n'avez pas à utiliser VS Code, c'est pas forcément trivial à utiliser. Moi, pour n'engager que moi, mon éditeur préféré, c'est KDevelop, parce que pour le coup, je suis très efficace avec. Mais voilà, ça n'engage que moi. Si toi, tu es très bon avec VS Code ou tu es très bon avec n'importe quel autre éditeur, prends celui dans lequel tu sais vraiment quoi faire et tu es vraiment efficace. On peut pas répondre à cette question à votre place, en fait. Parce qu'avec plein des outils comme ça, je sais pas. Les outils, ça peut être un choix séparé de l'éditeur, en fait. Oui, c'est ça, oui, c'est vraiment. Les outils, tu peux les utiliser en ligne de commande séparément. Tu n'es pas forcé que ce soit intégré directement dans ton éditeur. C'est plus Ouais. confortable si ça l'est éventuellement. Et dans ce cas-là, on ne peut pas parler de plugins d'éditeur ou de choses comme ça qui rendent les outils plus accessibles. Mais ce n'est pas une obligation. Oui. D'ailleurs, on va vous montrer principalement en ligne de commande comment vous voulez les utiliser. Comme ça, vous les intégrez comme vous voulez dans des pipelines d'intégration sur votre machine, sur la machine du voisin, comme vous avez envie. L'idée, c'est vraiment d'être le plus générique possible.
Après, une Merci. fois que vous avez trouvé vos outils avec vos options préférées qui fonctionnent bien, là, vous pouvez commencer à vous dire, OK, cet outil-là, je m'en sers tout le temps, je vais commencer d'essayer de voir pour l'intégrer dans mon éditeur préféré pour gagner du temps. Mais avant, il faut déjà jouer un petit peu avec et voir ce que vous avez comme besoin avec ça, quoi. C'est tout bon?